Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un cinquième chapitre, celui de la méthode des contributions ou la méthode du coût variable. Alors, première question, de quoi s'agit-il? Quelles sont les charges variables? Alors, les charges variables, ou opérationnelles, ou charges de fonctionnement, sont les charges dont le montant change. Donc, ce qui importe, c'est que ces montants varient, changent, ou se modifient en fonction du niveau d'activité. Autrement dit, lorsque vous avez une charge dont le montant change, se modifie en fonction du niveau d'activité, si l'activité augmente, ces charges augmentent, si l'activité diminue, ces charges diminuent. Donc nous avons bel et bien affaire à des charges variables, donc qui suivent un mouvement, si vous voulez, de variation, un mouvement d'augmentation ou de diminution. Question, est-ce que les charges variables se comportent toutes de la même façon? La réponse, non. Les charges variables ne se comportent pas de la même façon. Il y a des charges variables proportionnelles qui peuvent être représentées par ce schéma. Donc, vous avez sur l'axe des abscisses les quantités, sur l'axe des ordonnées les montants en dinars. Une charge variable proportionnelle est représentée par une droite. Donc, une droite, comme tout le monde le sait, est de la forme AX plus B. Or, ici, B est égal à 0. Donc, nous avons à faire une application affine. Et comme il y a des charges variables proportionnelles, il y a des charges variables non proportionnelles. Alors, ces charges-là n'évoluent pas de façon linéaire, mais plutôt selon cette courbe qui représente une évolution qui n'est pas proportionnelle. Alors, pour faire simple, une charge variable proportionnelle, c'est une charge qui augmente proportionnellement à l'activité. Si l'activité augmente de 10%, par exemple, la charge variable va augmenter de 10%. Si elle diminue de 5%, l'activité diminue de 5%, la charge variable diminue de 5%. Dans les charges variables non proportionnelles, nous n'avons pas cette égalité en termes de proportion entre la variation de l'activité et la variation de la charge variable. Alors, pourquoi nous avons des charges variables non proportionnelles? Alors, l'explication, la première explication, c'est qu'il y a des rendements. C'est un facteur qui influe sur l'évolution de la charge variable. Et là, je vous dis qu'il y a trois phases de rendement. Alors, lorsque les rendements sont croissants, ça veut dire que les charges variables bien entendu, varient moins vite que l'activité. Et ceci est dû essentiellement à l'utilisation d'investissements neufs, à l'emploi de personnes expérimentées, à l'effet d'expérience. Lorsque les rendements sont constants, là, vous avez plutôt l'expression d'une droite et les charges évoluent proportionnellement aux activités. Et enfin, vous avez cette phase-là de la courbe où les rendements sont décroissants. Et là, les charges varient. La charge variable, bien entendu, les charges varient plus vite que l'activité. Dans le cas où les investissements deviennent obsolètes, lorsque le personnel est peu qualifié ou peu expérimenté. Et vous remarquez une chose, c'est que les charges variables dépendent essentiellement des rendements. Alors, pour que l'explication soit beaucoup plus affinée, je prends l'exemple de la consommation d'essence.
si vous disposez d'une voiture, le coût de consommation d'essence va dépendre de, premièrement, la distance parcourue, autrement dit, de votre activité, du parcours que vous allez faire. Plus la distance est importante, plus la consommation est importante. Et deuxième facteur à prendre en considération, c'est le rendement de votre moteur. Autrement dit, lorsque vous êtes en ville, le rendement de votre moteur est moins important que lorsque vous roulez sur l'autoroute. Et puis, vous avez un dernier facteur qui est celui du prix du litre d'essence. Donc, ce sont ces trois facteurs qui influent sur votre consommation. Et donc, on peut écrire que la charge variable dépend de la quantité, du rendement et du prix unitaire. Autrement dit, c'est une pondération de la quantité. Bien entendu, ça correspond au niveau d'activité, au rendement d'un facteur déterminé et du prix unitaire de ce facteur. Alors, comme il y a des charges variables, il y a aussi des charges fixes. Alors, les charges fixes, c'est quoi? On les appelle les charges fixes ou les charges de structure. Alors, ces charges-là sont indépendantes du niveau d'activité. Donc, ne sont pas affectées par le niveau d'activité. Que le niveau d'activité augmente ou diminue, les charges fixes ne changent pas ou ne varient pas. Donc, elles sont supportées quel que soit le niveau d'activité. Bien. Lorsque je dis cela, c'est que, en fait, il y a une explication à prendre en considération, c'est que quel que soit le niveau d'activité, dans le cadre d'une capacité. Alors, est-ce que les charges fixes vont rester éternellement fixes? Donc, on se pose la question, est-ce que le niveau des charges fixes peut changer? Oui, les charges fixes peuvent changer, mais ce n'est pas en relation avec le niveau d'activité, mais plutôt avec la capacité. Donc, lorsque la capacité change, le niveau des charges fixes change. Alors, elle augmente dans le cas de l'investissement, et lorsque vous avez l'investissement, il y a une charge qui va s'ajouter, ce sont les dotations aux amortissements. Donc, si on augmente la capacité, le montant de dotation aux amortissements augmente. Et bien entendu, elle diminue dans le cas d'un désinvestissement. C'est-à-dire, on diminue la capacité, donc on a moins de capacité, et donc le montant de dotation aux amortissements va diminuer. Lorsqu'on dit capacité, ça veut dire la quantité maximale qu'on peut produire. Alors, dans ce graphique, là, vous avez l'axe de données, vous avez les dotations aux amortissements. Là, vous avez des quantités produites, mais en fait, les quantités produites, ça part de 0 jusqu'à une première limite de capacité. Donc, ça, c'est le maximum qu'on peut produire à un moment donné en fonction des équipements disponibles. Si jamais on change de capacité, ça veut dire on éloigne un tout petit peu la quantité maximale à produire. Donc, nous sommes dans une deuxième, donc là, limite de capacité 2, pas 1. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, pour toute cette capacité-là, c'est-à-dire produire entre 0 et cette limite-là, vous avez ce niveau de dotation aux amortissements qui est un montant fixe. Si vous changez de capacité, donc vous poussez votre capacité, donc les dotations aux amortissements vont augmenter, le niveau va augmenter. Donc là, vous avez en quelque sorte une évolution par palier. Alors maintenant que nous avons parlé des charges variables et des charges fixes, on va se poser la question, à quoi sert le calcul du coût de revient variable? Qu'est-ce que ça nous apporte en plus? Eh bien, lorsqu'on calcule un coût de revient variable, on va calculer une marge. Alors, dans le chapitre 1,
je vous ai dit que la notion de marge, c'est toujours la différence entre un chiffre d'affaires et un coût particulier. Ici, le coût, c'est la charge variable. Donc, comment ça va se passer? Donc, vous avez un chiffre d'affaires réalisé par le produit. Donc, lorsqu'on calcule son coût de revient variable, ce qui reste, c'est la marge sur le coût variable du produit. Et à court terme, cette marge sur coût variable va servir, à couvrir les charges fixes. Donc ça, c'est la première priorité. Donc cette marge-là va nous permettre de couvrir les charges fixes. Et en deuxième lieu, et s'il y a lieu, à générer des bénéfices. Donc, voilà ce que va nous apporter cette méthode du coût variable. Alors, dans le même ordre d'idée, si la marge sur coût variable ne couvre pas la totalité des charges fixes, donc vous avez votre chiffre d'affaires, vous avez le coût de revient variable du produit, et voici les charges fixes. Donc vous remarquez que la marge sur coût variable du produit ne couvre pas la totalité des charges fixes. Et dans ce cas-là, nous avons une perte. Le deuxième cas de figure, le deuxième cas, la marge sur coût variable couvre plus que la totalité des charges fixes. Et dans ce cas, vous avez votre chiffre d'affaires, vous avez votre coût de revient variable, vous avez les charges fixes, et donc la marge sur coût variable du produit couvre plus que la charge fixe, et donc là, vous allez avoir un bénéfice. Donc, on comprend ici l'importance de la marge sur coût variable. C'est ce qui va nous permettre, si on arrive à couvrir les charges fixes et on va aller au-delà, d'avoir un bénéfice. Si jamais ce n'est pas le cas, nous serons dans une situation déficitaire. Alors, on distingue deux types de méthodes de coût variable, ou direct costing, à ne pas confondre avec le coût direct. La dénomination anglo-saxonne pour le coût variable, c'est le direct costing. Donc, nous avons la méthode du coût variable simple. Alors, quel est le principe de la méthode du coût variable simple? Elle consiste tout simplement à retrancher du chiffre d'affaires les charges variables afin d'obtenir la marge sur coût variable. Et le résultat global est alors obtenu en diminuant la marge sur coût variable de la totalité des charges fixes. Et avec la méthode du coût variable simplifié, l'analyse des coûts et de la rentabilité des produits s'arrête au niveau de la marge sur coût variable, afin de représenter la contribution. Autrement dit, il n'y a pas de résultat analytique par produit. Il n'y a que la marge sur coût variable. Donc pour un produit, pour l'ensemble des produits, là, en termes de performance, on s'arrête à la marge sur coût variable. Alors, comment nous allons mettre en œuvre la méthode du coût variable? Donc, il y a 4 étapes à suivre. Ça sera en quelque sorte une procédure à mener. Alors, tout d'abord, on calcule le chiffre d'affaires de l'exercice pour les produits, pour chacun des produits. Ensuite, on fait un recensement et une modulation des charges en coût variable et en coût fixe. Donc, ces coûts proviennent des mêmes charges incorporables déjà partagées en direct et charges indirectes. Donc, ça se comprend. Là, nous ne sommes plus dans la logique, uniquement dans la logique charge directe, charge indirecte, mais dans la logique charge directe variable, charge indirecte variable, et pour le reste, ce sont des charges fixes, qui soient directes ou indirectes. En troisième lieu, on calcule la marge sur coût variable. C'est la différence entre le prix de vente d'un produit sur chiffre d'affaires et le coût partiel, autrement dit le coût variable, ce qui correspond à une marge. Et donc, la marge sur coût variable, c'est le chiffre d'affaires moins le coût variable.
Et pour affiner un tout petit peu notre analyse, la marge sur coût variable est souvent exprimée en pourcentage par rapport au chiffre d'affaires. Et on appelle cela le taux de marge sur coût variable. Donc la définition est très simple. Le taux de marge d'un produit, c'est la marge sur coût variable sur son chiffre d'affaires. Et quatrièmement, on calcule le résultat. Le résultat correspond à la différence entre la marge sur coût variable et le coût fixe pour l'ensemble de l'activité. Donc, on ne raisonne pas pour un produit, on raisonne pour l'ensemble des produits. Donc, on prend la marge sur coût variable, de tous les produits desquels on retranche le coût fixe. Ici, le coût fixe, c'est un coût fixe commun. Ce sont des charges fixes indirectes. Et nous avons ici un état assez particulier, un état de résultat assez particulier qu'on appelle le compte de résultat différentiel. Alors, en quoi est-ce qu'il est particulier? Donc, pour le calcul du coût variable, on fait cela dans un tableau qu'on appelle compte de résultat différentiel. Et ce tableau-là va nous permettre de faire sortir les marges sur coût variable et les marges sur coût variable par produit et le résultat pour l'ensemble de l'activité. Donc, supposons que nous avons 3 produits. Alors, vous avez le chiffre d'affaires pour chacun des produits et le total du chiffre d'affaires. Ensuite, selon la procédure qu'on a maintenant l'habitude d'entreprendre, autrement dit, vous avez le coût variable d'achat par produit, le coût variable de production, le coût variable de distribution, et là, ça vous donne le coût variable total, aussi pour chacun des produits et pour la totalité de l'activité. Donc, en faisant la différence entre le chiffre d'affaires et le coût variable total, on obtient donc la marge sur coût variable total. Et les charges indirectes fixes, ce sont des charges fixes communes, donc on n'a pas à les répartir sur les produits, mais on les totalise pour l'ensemble de l'activité. Donc, en faisant la marge sur coût variable total moins les charges indirectes fixes, là nous allons obtenir un résultat analytique global. Donc, il n'y a pas de résultat analytique par produit. Il n'y a de résultat analytique que pour l'ensemble des activités. Alors, deuxième méthode du coût variable, c'est la méthode du coût variable évolué, qu'on appelle aussi la méthode du coût spécifique. Alors, quel est le principe de la méthode? Alors, dans cette méthode-là, on prend en compte, en plus des charges variables, les charges de structure fixes, mais qui concernent le produit en particulier, qui sont spécifiques, les charges de structure fixes spécifiques au produit réalisé. Et donc, les coûts spécifiques, ça correspond à quoi? Ce sont les charges incorporables directes, qu'elles soient fixes ou variables, ainsi que les charges variables indirectes. Donc, un produit, dans le cas de cette méthode, son coût comprend aussi bien ses charges variables que ses propres charges fixes. Donc là, pour expliciter un peu mieux, dans ce cadre-là, les charges directes variables sont incorporées, les charges indirectes variables sont incorporées, mais les charges fixes directes, autrement dit spécifiques au produit, sont incorporées dans le calcul. Seules les charges fixes indirectes, c'est-à-dire communes, les charges fixes communes à tous les produits, ne sont pas incorporées, autrement dit, on ne les utilise pas pour le calcul au niveau des produits. Autrement dit, il ne s'agit pas de les répartir. On ne répartit pas les charges fixes indirectes. Et bien entendu, si nous sommes dans le cadre de cette méthode, qu'est-ce qui va changer?
Alors, ce qui va changer, c'est la chose suivante. Donc, si on prend nos différents produits, donc, le changement, on va le voir apparaître. Donc là, la même démarche que précédemment, on calcule la marge covariable totale, mais là, il peut y avoir des charges fixes spécifiques. Là, on considère que l'analyse nous donne des charges fixes spécifiques pour chacun des produits, et dans ce cas-là, on calcule une deuxième marge, la marge sur coût fixe spécifique par produit. Et ça s'arrête là. Donc, même dans le cas de la méthode du diagnostic évolué, on ne calcule pas le résultat analytique par produit. Donc, ce qui reste, ce sont les charges indirectes fixes ou les charges fixes communes. Et là, on va calculer le résultat analytique global, autrement dit, la marge sur coût fixe spécifique total, moins les charges indirectes fixes, et on obtient le résultat analytique global. Comment calculer le coût variable d'un produit fini? Eh bien, la procédure est toujours la même, telle que nous l'avons vu précédemment. Il y a le coût variable de production. Si jamais nous avons un processus assez long, auquel on ajoute le coût variable de vente et on ajoute les autres frais généraux variables, autrement dit, on affecte les charges directes variables et on impute les charges indirectes variables, comme on l'a vu précédemment. Et c'est comme ça qu'on calcule le coût de revient variable. La procédure est presque identique en termes de démarche, en termes d'étapes, comme pour le coût de revient complet. Alors, une dernière question. Est-ce que la méthode du coût variable a des effets sur la prise de décision? Alors, comment nous allons expliciter cela? Absolument, le fait de faire des calculs sur la méthode du coût variable peut avoir ou peut affecter nos décisions. Alors, voilà ce que je propose. Alors, si jamais on fait un calcul en termes de coût de revient complet d'un produit, et les calculs nous montrent que le produit est déficitaire en termes de coût de revient complet. Bien. Si jamais, face à cette situation, on décide d'arrêter sa production, c'est une décision assez délicate à prendre, puisque on va arrêter la production d'un produit qu'on considère comme un produit déficitaire qui affecte le résultat analytique global, et donc il y a lieu de s'en débarrasser. Mais si jamais on se rend compte que, en termes de coût variable, nous avons une marge sur coût variable positive. Là, la décision qui a été prise peut ne pas être la décision opportune. Pourquoi? Parce que cette marge qu'on obtenait sur ce produit, même si en termes de coût de revient complet était déficitaire, c'est une marge que nous perdons puisque nous arrêtons la production de ce produit. Et si on n'a plus cette marge-là, on n'a plus de capacité à couvrir des charges fixes, surtout les charges fixes indirectes, qui vont rester, qu'on va subir, d'accord, même si on arrête la production de ce produit déficitaire, entre guillemets, en termes de coût de revient complet. Alors, il faut faire attention. Si jamais on se rend compte que, en termes de coût de revient complet, nous avons un produit qui est déficitaire, mais en termes de coût variable, ce produit a une marge sur coût variable qui est positive, la dernière décision à prendre, c'est celle d'arrêter ce produit-là, d'arrêter la production et la vente de ce produit.
Alors, je vous remercie pour votre attention et nous allons passer à une application pour voir comment on va opérationnaliser cette méthode du coût variable.